Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Destination Coupe du Monde, un des derniers. Malheureusement, la vie a fait que j'ai pas eu le temps pour faire tous les pays que j'aurais voulu aborder dans Destination Coupe du Monde, mais cette fois-ci, je vais vous parler du Japon parce que c'est un des pays qui m'intéresse le plus, qui m'avait marqué, notamment en 2018. Dans cette vidéo, vous allez avoir tout ce qu'il faut savoir sur le Japon avant la Coupe du Monde 2022, Destination Coupe du Monde épisode 7. On est parti. Avant de commencer, je vais bien sûr remercier le compte Twitter de Kylian, qui écrit notamment sur Fausse Touche, que je vous conseille évidemment. Il m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette vidéo, il est spécialisé dans la question du football japonais, il traite beaucoup notamment sur le championnat du Japon. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description, et nous on va partir sur la vidéo. Le football qui arrive au Japon à la fin du 19e siècle, comme souvent importé par des expatriés marins britanniques. La première trace d'un match d'une sélection japonaise, c'est en 1917, lors des Jeux de l'Extrême-Orient. Par contre, la fédération de foot japonaise, elle n'est créée qu'en 1921, et le premier match vraiment officiel pour la sélection japonaise, c'est face aux Philippines lors des Jeux de l'Extrême-Orient de 1923. Il faut attendre 6 ans plus tard pour que le Japon soit affilié à la FIFA, et par contre, l'histoire entre le Japon et la Coupe du Monde va mettre beaucoup plus de temps à se décanter. Il faut attendre en fait la création de l'AFC, dont le Japon est un des membres fondateurs en 1954, pour que le Japon puisse commencer à tenter de participer à la Coupe du Monde, donc ça va commencer en 1954. Il faudra attendre la 10e tentative et la Coupe du Monde 1998 pour voir la première participation à une phase finale du pays du soleil levant. Ils vont faire un premier tour, ils n'iront pas plus loin, mais c'est une très belle préparation pour la Coupe du Monde 2002, qui, vous le savez, a lieu dans deux pays, le Japon et la Corée du Sud. Et donc pour cette Coupe du Monde à la maison, le Japon va réaliser une très belle performance, passant les poules pour la première fois de son histoire, et allant jusqu'en 8e de finale. Éliminé finalement par la Turquie, une des surprises de la compétition. On aurait pu espérer le Japon aller un petit peu plus loin. En fait, depuis 1998, le Japon n'a jamais manqué une Coupe du Monde, participant aux 6 éditions pour 3 premiers tours et 3 huitièmes de finale. Et donc, cette année, le Japon s'est qualifié pour la 7e Coupe du Monde de son histoire. Avant de vous parler de leur qualification, je vous parle bien sûr de la Coupe du Monde 2018 qu'ils avaient marqué de leur empreinte. D'abord dans le groupe H, où ils s'étaient qualifiés au carton jaune, puisqu'ils avaient été à égalité avec le Sénégal en termes de points, buts marqués. Ils avaient fait match nul 2 partout entre eux. Bref, il n'y avait aucun moyen de les départager, sauf par le critère disciplinaire, et donc en prenant moins de cartons jaunes que le Sénégal, et bien le Japon s'était qualifié en 8e de finale. Face à la Belgique, ils avaient joué crânement leur chance, marquant notamment 2 buts en début de seconde mi-temps, menant 2-0, on pensait que l'exploit était là, et puis la Belgique était revenue jusqu'à 2 partout, et avait même marqué ce 3e but sur un corner mal négocié par les Japonais, contre-attaque éclair des Belges et but au final de Nasser Chadli. Voilà, moi ça m'avait fait un petit peu mal parce que je trouvais que l'exploit était magnifique, mais bon, ce n'est peut-être que partie remise pour le Japon cette année. En termes de qualification, ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu d'abord le deuxième tour, c'était une poule de 5 équipes, et le Japon a roulé sur cette poule, mais vraiment un truc de malade. 46 buts marqués, 2 buts encaissés, 8 matchs, 8 victoires, 24 points, bref, c'était un parcours incroyable. Par contre, au 3e tour, c'est encore une phase de poule où ils étaient à 6 équipes avec notamment l'Arabie Saoudite et l'Australie. Et cette fois-ci, le Japon, c'était 7 victoires, mais un match nul et 2 défaites, et donc finalement une 2e place dans ce groupe derrière l'Arabie Saoudite. Il y a quelques critiques qui ont commencé à monter, le Japon qui n'était pas aussi dominant que ça, mais au final, la place en Coupe du Monde a été quand même assurée sans trop de soucis. Allez, on va passer maintenant à l'équipe du Japon, l'équipe type et la sélection au global qui va se rendre au Qatar, puisque la sélection a été dévoilée par le Japon il y a quelques temps, c'est le premier pays je crois à le faire. On connaît les 26 joueurs, et je vais remercier une nouvelle fois Kylian qui m'a beaucoup aidé sur la partie composition. Il m'avait envoyé les infos il y a un petit moment, du coup il y a quelques petites choses qui ont changé, donc j'ai essayé d'arranger à ma sauce aussi. In fine, voilà l'équipe qui devrait se présenter sur les terrains, en tout cas le 11 type, en 4-2-3 ou en 4-3-3, ça dépend. Je vous parle rapidement du sélectionneur, Hajime Moriyasu, si je le prononce bien. 54 ans, ancien footballeur pro japonais de 1987 à 2003 et international de 92 à 96. Il a commencé sa carrière d'entraîneur en 2012 et il a pris les A japonais en 2018. C'est un coach qui est très critiqué au pays pour le jeu produit par son équipe et pour la qualité des résultats. Du reste, sur le 11 titulaire, on va d'abord avoir Gonda, a priori, le goal de 33 ans de Shizumi S Pulse, ou alors Schmidt, c'est à discuter, 30 ans, qui lui joue à Saint-Tron en Belgique. Les deux sont en concurrence, mais Gonda est pas mal apprécié par le sélectionneur. Ensuite, le back four en défense, ça va être sûrement Nagatomo, il a 36 ans, il joue au FC Tokyo. La défense centrale, a priori, elle devrait pas bouger, c'est Yoshida, 34 ans du Schalke 04, avec son compère qui joue en Allemagne,
Itakura, 25 ans de Mönchengladbach. Et à droite, a priori, Tomiyasu, qui peut jouer également en défense centrale, mais devrait être aligné plutôt à droite, le jeune défenseur de 24 ans, qui est en débat avec notamment Sakai et Yamane. Ensuite, devant, en fonction, si on est en 4-3-3 ou en 4-2-3, on a deux joueurs qui devraient normalement être devant la défense. C'est d'un côté Tanaka, 24 ans du Fortuna Düsseldorf, et Endo, 29 ans, qui joue à Stuttgart également. On peut noter qu'en dehors des joueurs qui sont au Japon, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Allemagne dans la sélection japonaise. Et enfin, si on regarde un petit peu devant les 4 joueurs à vocation offensive, on a bien sûr Daichi Kamada, le joueur de 26 ans de Francfort, voilà, très impressionnant, qui peut des fois être remplacé par Kubo de la Real Sociedad, qui est un très bon joueur. Également, donc en 10, il y a vraiment du beau monde au Japon. Et devant, du coup, on a aussi du beau monde, puisque à gauche, on a de la concurrence avec Minamino, 27 ans, qui est passé par Liverpool, mais qui joue maintenant à Monaco, qui est très apprécié du sélectionneur et du public japonais, et qui est en concurrence donc avec Mitoma, jeune joueur de 25 ans de Brighton. Ensuite, on a à droite Ito, joueur de Reims, voilà, qui est une des petites révélations sur la saison rémoise. Et enfin, devant, pas trop de concurrence, a priori, c'est Ueda, 24 ans, qui a été recruté par le Cercle Bruges, qui devrait se présenter en numéro 9. Enfin, sur le style de jeu, j'ai demandé à Kylian ce qu'il en pensait, et globalement, ça fait longtemps qu'il regarde la sélection, il a toujours pas cerné, et comme beaucoup d'ailleurs d'observateurs du Japon, le jeu prôné par le sélectionneur Moriyasu. En fait, globalement, ça s'adapte pas mal à la sélection. Contre des petites sélections, ça va être un jeu de possession, pressing haut, et essayer de faire tourner la balle pour se procurer des occasions, alors que contre des très grosses nations, ça va plutôt être de l'évolution en bloc bas et de la projection vers l'avant. On va essayer de profiter des individualités assez rapides japonaises. Bref, il n'y a pas trop d'identité marquée par le Japon, et plus de l'adaptabilité par rapport aux adversaires. Et en termes de place du football dans la culture japonaise, eh bien c'est une place qui est grandissante, si je puis dire, de ce que me disait Kylian globalement. On est sur un sport qui n'est pas le plus populaire du pays, bien sûr, mais qui est en train de dépasser par exemple le baseball. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt pour le championnat japonais en lui-même. Les supporters japonais vont plutôt s'intéresser au football occidental, principalement la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe, et puis les championnats en fait où va y avoir des Japonais, donc notamment la France et surtout l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Et on va terminer bien sûr avec la poule dans laquelle va évoluer le Japon, avec le Costa Rica, l'Allemagne et l'Espagne. Une poule dans laquelle il y a quand même deux favoris qui sortent du lot, c'est l'Espagne et l'Allemagne. Le Japon fait plutôt office d'outsider. Japon qui va essayer de rééditer au moins l'exploit de 2018 avec un 8ème de finale, et pourquoi pas faire mieux et laver l'affront de ce 8ème contre la Belgique. Ça risque d'être quand même très difficile parce que la génération japonaise est un peu vieillissante et critiquée dans son jeu, et que l'Allemagne et l'Espagne sont quand même un cran au-dessus. Maintenant, les derniers matchs pour le Japon, en termes de résultats, en tout cas, sont plutôt encourageants, si je puis dire, puisque en juin, il y a une victoire 4-1 contre le Paraguay, une défaite par le plus petit des scores face au Brésil 1-0, et puis en septembre, il y a cette belle victoire contre les États-Unis 2-0, et un match nul contre l'Équateur 0-0. Malheureusement, voilà, Kylian ne voit pas le Japon sortir des poules, et c'est un petit peu mon pronostic également. Je pense que l'Allemagne et l'Espagne devraient terminer devant le Japon, qui sera logiquement 3ème de cette poule. Et donc c'est sur ce pronostic que je vais terminer cette vidéo sur le Japon. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs quand même sur cette sélection. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Petite question pour vous, bien sûr, répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous voyez le Japon sortir des poules? Voilà, j'attends votre réponse et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.